Alors, je voudrais nous signaler et remercier les soutiens qui ont contribué à l'existence du projet, dont on vous a, j'imagine, déjà parlé, en tout cas, il me semble. Alors, on a la région Centre, dans le cadre d'un soutien qui s'appelle Apprentis lycéens citoyens. Ensuite, les différents lycées partenaires. Alors, le lycée Porteur d'abord, qui est cette année le lycée Jean Zay, avec 2 professeurs de philosophie qui enseignent dans cet établissement. Ensuite, le lycée Benjamin Franklin, aussi à Orléans, le lycée Potier, Voltaire, le nôtre, le lycée François Villon, et le lycée Saint-Paul Bourdon-Blanc à Orléans également. Alors, on a aussi reçu le soutien du département de philosophie de l'université de Tours, de l'inspection de philosophie, du rectorat de notre académie, de la mairie d'Orléans qui nous a aidés pour la communication. Voilà. Alors juste un petit mot à l'initiative de ce projet, c'est surtout quelques professeurs de philosophie de l'académie qui ont envie de proposer un autre accès à la philosophie, et notamment l'idée, c'est d'essayer de mettre en contact les lycéens avec, que ce soit des gens qui sont dans des recherches, ou des gens qui sont des acteurs dans la société civile, des gens qui, sous des formes différentes, mènent une réflexion vivante. Alors je pense que vos cours sont très probablement vivants, mais voilà, l'idée c'était de vous proposer un autre accès à la philosophie et surtout de montrer que la philosophie peut éclairer le présent, qu'elle en parle et que c'est ça peut-être sa destination ultime. Voilà. Alors, donc je vous donne un peu une idée de comment la journée va être structurée. Donc il y a 2 intervenants qui sont venus aujourd'hui s'adresser à vous. On espère que leurs interventions donneront lieu à des échanges, à des questions, à des remarques, à des réactions. Surtout, n'hésitez pas quand ce sera le moment. Voilà. Alors, 2 interventions. Et entre les deux, on fera une petite pause. Et donc, la séance commence là, à 10h15 et ça devrait finir autour de 13h. Alors donc je commence par vous présenter le premier intervenant, Jean-Marc Durand-Guesselin, qui est professeur en classe préparatoire, un professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Voltaire d'Orléans, et qui est chargé de cours au département de philo de l'université de Tours. Donc comme beaucoup de chercheurs en philosophie, forcément on se spécialise. Alors, ça n'empêche pas d'être un généraliste et de s'intéresser à tout et d'être curieux. Mais voilà, il est spécialiste d'un courant qu'on appelle l'école de Francfort. L'école de Francfort, c'est un courant qui s'est constitué donc, au début du XXe siècle, un peu de temps après la formation de l'Union soviétique, dans le contexte de la montée du fascisme après la Première Guerre mondiale. Voilà. Et c'est en gros ce qui réunit en fait ces différents chercheurs, philosophes, sociologues qui composent la première génération de cette école, c'est que voilà, ils ressentent le besoin de critiquer, de mener une critique des sociétés modernes et notamment du fonctionnement de l'économie, du capitalisme, et en même temps ils ne souscrivent pas du tout aux solutions que propose l'Union soviétique. Donc, dans cette sorte de situation d'aporie, ils ont essayé de générer des idées pour à la fois critiquer, faire la critique la plus pertinente et dégager des possibilités de transformation pour que la société soit plus juste, plus humaine. Voilà. Et il se trouve que dans ce courant-là, l'un des derniers penseurs qui a marqué ce courant s'appelle Habermas, et Jean-Marc Durand-Guesselin est un grand spécialiste de cet auteur. Alors, il a écrit notamment un ouvrage sur l'école de Francfort qui est publié chez Gallimard, qui est très très intéressant, et très récemment un livre sur la pensée de ce philosophe Habermas, dont peut-être certains ont entendu parler dans leur cours, ça n'est pas impossible, qui s'appelle Le puzzle post-métaphysique. Voilà. Et alors aujourd'hui, Jean-Marc Durand-Guesselin va vous parler d'un courant très important dans la sociologie. Donc la sociologie, c'est une réflexion sur le fonctionnement de la société, voilà. Donc sur un de ces courants qui s'appelle, alors le nom peut paraître un petit peu barbare, mais il va je pense, essayer d'éclaircir le sens de cette école. Donc c'est la phénoménologie sociale qui a été fondée par un sociologue et philosophe qui s'appelle Alfred Schutz. Voilà. Merci Patrice pour cette présentation. Alors, je vais vous parler d'un auteur qui n'est pas un auteur au programme. Vous savez, au programme de terminale, vous avez une liste d'auteurs. C'est un auteur qui est considéré comme un classique aux États-Unis, en Allemagne, mais qui n'a
connu une renommée assez intermédiaire que tardive en France. Il est assez peu traduit et évidemment il est très peu commenté. Donc il s'appelle Alfred Schutz, voilà. Quand j'ai dit que j'allais faire une conférence sur Alfred Schutz, voilà. Les gens ont cru que j'avais éternué, mais en fait pas du tout, hein. C'est quand même, c'est un personnage. Hein. Voilà. Donc je voudrais replacer mon intervention dans le cadre global de ces rendez-vous philosophiques. Ces rendez-vous philosophiques avaient pour vocation d'évoquer le thème de l'étrangeté. Le propre du thème de l'étrangeté, c'est que c'est un thème à multiples entrées qui charrie des symboles, des fantasmes, tout un imaginaire, des récits, etc., qui rentrent, j'allais dire, par lequel on peut rentrer par toute une série de voies extrêmement variées. Donc, moi, je vais rentrer par une voie, comment dire, assez terne, hein, le robinet d'eau tiède, voilà. Non, mais je préviens, rien de spectaculaire. C'est-à-dire que je vais parler du sentiment d'étrangeté, et je vais parler d'un sentiment d'étrangeté qui est lié, au fond, à la vie quotidienne. Et donc, je vais essayer de comprendre ce que c'est que se sentir étranger dans sa vie quotidienne pour, voilà, un agent social, j'allais dire, en général. Donc, vous voyez, le thème de l'étrangeté qui est traversé par Alfred Schutz, c'est un thème, d'une certaine façon, qui va devenir un grand thème classique dans la seconde moitié du XXe siècle, mais qui se présente d'abord sous une forme mineure, voilà. Mais il y a tout un enjeu autour de ce mineur. Ce qui n'a l'air pas spectaculaire est en fait central et fondamental. C'est ce que j'espère vous montrer. Donc, l'étranger, c'est deux choses. C'est d'abord deux choses, et on l'a bien vu dans nos rendez-vous philosophiques. Soit c'est d'abord celui qui est perçu comme tel, c'est-à-dire celui qui a des vêtements, celui qui a une couleur de peau, celui qui a des conduites extérieures qui diffèrent des nôtres. Hein. Soit c'est celui qui se vit comme étranger, hein, et qui a le sentiment d'être différent. Donc on peut très bien être perçu comme étranger et ne pas se sentir étranger. Ça arrive à beaucoup de gens à qui, justement, on renvoie l'idée qu'ils sont étrangers alors qu'eux-mêmes ne se vivent pas du tout comme étrangers. Parce que, je ne sais pas, ils ont des cheveux oranges, parce que, je sais, ils n'ont pas la couleur de peau statistiquement majoritaire, etc. Donc, mais on peut très bien aussi se vivre comme étranger et être absolument, par ailleurs, intégré, n'avoir aucun signe extérieur de l'étrangeté. Et donc c'est ce paradoxe que je voudrais évoquer, hein, ce paradoxe qui prend à rebours, vous voyez, aujourd'hui, tout ce que l'actualité charrie comme image autour de l'étrangeté. Hein. Ici, c'est le contraire. Hein. Ce dont je vais vous parler, c'est de toute une catégorie de phénomènes dans lesquels les agents sociaux, les sujets humains, alors qu'on pourrait croire que finalement ils sont relativement standards, uniformes, comme nous, comme les autres, hein, eh bien, ils se sentent étrangers. Voilà. La question, c'est de savoir pourquoi. Alors, ce thème est un thème structurant de l'œuvre de Alfred Schutz, hein, dont je vais vous parler. Et ce thème suppose qu'on en délimite les contours. Pour arriver à mettre le doigt sur ce qui peut faire qu'un individu se sent étranger de manière suffisamment durable et suffisamment quotidienne, il faut d'abord trois conditions, et qui sont des conditions de délimitation. Hein, on parle, c'est pour limiter mon objet. Alors, la première chose, c'est qu'il ne sera pas question d'un certain type d'altérité vécue lorsqu'on est dans un contact rapide. Le pauvre qui croise le riche a un sentiment d'altérité, il se dit, voilà, effectivement, on est différents, mais ce n'est pas ça qui va donner lieu à l'élaboration théorique qui va être au cœur du travail sociologique et phénoménologique d'Alfred Schutz. Donc, il ne s'agira pas d'un contact rapide. Donc, vous voyez, tout ce qui est de l'ordre du fantasme immédiat, hein, vous baladez, vous êtes dans le sud, vous apercevez des gens qui font une fête dans un yacht de luxe, et vous vous dites, ah, ça doit être une autre vie, etc. C'est pas de ça dont on va parler. Hein. La deuxième chose, c'est qu'il faut que la différence dont il est question soit une différence de portée intermédiaire. C'est-à-dire que ce dont parle Schutz, ça n'est pas de l'expérience ethnologique. L'expérience ethnologique, c'est une expérience dans laquelle vous êtes confronté de manière durable, à la différence du contact rapide que j'ai évoqué précédemment, à une différence qui est maximale. Mais
tout le monde voit bien que l'ethnologue qui arrive chez les Nambikwara ou chez les Bororo, qui arrive chez des cannibales, Margaret Mead qui arrive chez les cannibales, bah, elle sait très bien que tout est différent. Eux savent très bien qu'ils sont différents. À aucun moment, Margaret Mead aura le sentiment d'être désadaptée. Ça n'a pas de sens. Puisque de toute façon, la différence est telle qu'il n'y aura pas ce sentiment d'étrangeté intérieure ou d'inadaptation. Donc ça, c'est la deuxième condition restrictive. Je ne parlerai que de différences qui sont de portée moyenne. Donc vous avez prévu, c'est le robinet d'eau tiède. Et la troisième chose, c'est que ça suppose que l'agent social qui se sent étranger ait pourtant envie de ne pas se sentir étranger, envie de s'intégrer, envie d'appartenir à ce monde qui, pourtant, vis-à-vis duquel, pourtant, il se sent désajusté. C'est pour ça que le spectre des phénomènes à partir desquels Schutz travaille, c'est un spectre vous voyez, qui obéit à ces trois conditions. C'est pas le contact rapide, vous voyez, c'est pas l'altérité immédiatement vécue, c'est pas non plus une altérité qui est maximale, et c'est pas non plus une altérité qu'on rejette ou dont on se défie. Ça, c'est important, les trois choses étant évidemment liées. Donc, je vais évoquer l'œuvre d'Alfred Schutz qui tourne autour de ce thème, et je vais le faire en 3 temps. Alors, voilà, c'est une sorte de maladie professionnelle. Chaque fois, on parle en 3 temps. Voilà. Quand je dois défendre le dîner que je fais à mes enfants, je parle en 3 temps aussi. Donc, je vais procéder en 3 temps. Je vais évoquer d'abord la vie et l'œuvre d'Alfred Schutz, qui vous est certainement en partie étrangère. Je sais qu'elle est aussi en partie étrangère à un certain nombre de mes collègues. Donc je vais évoquer dans un premier temps la vie et l'œuvre d'Alfred Schutz, ses grandes références intellectuelles et donc la physionomie d'ensemble de son projet intellectuel. Ce sera le premier temps. Le deuxième temps, je vais évoquer ses thèses philosophiques sur le monde ordinaire et l'étrangeté vécue, étrangeté vécue au sens où j'en ai parlé, étrangeté intermédiaire, etc. Et dans un troisième temps, j'évoquerai la postérité, de ces thèses d'Alfred Schutz dans la sociologie de la seconde moitié du XXe siècle. Postérité qui est considérable, mais qui est en grande partie d'arrière-plan. En partie d'arrière-plan, surtout pour nous qui connaissons mal Schutz, qui est peu traduit, etc. Voilà. Donc, qui est Alfred Schutz? Alors, Alfred Schutz est né à Vienne en 1899. Donc, vous voyez, vous avez quelqu'un qui naît dans un pays européen extrêmement développé, qui va suivre ses études à Vienne. À Vienne, il a la grande chance d'avoir... Alors, il suit des études de droit, d'économie et de sciences sociales. C'est important. Il croise des professeurs dont vous connaissez peut-être les noms. Je ne sais pas s'il y a des professeurs d'économie dans la salle. Il a pour professeur d'économie un certain von Mises. Von Mises, c'est un des économistes dont la pensée va influencer de manière considérable la construction européenne. Donc c'est une grande figure, l'ordolibéralisme. Et il va avoir aussi comme professeur Hans Kelsen, qui est un des pères du constitutionnalisme du XXe siècle, de la théorie positive du droit. Donc, Alfred Schutz va devenir banquier d'affaires. Et il va être banquier d'affaires toute sa vie. Voilà, c'est pas comme Macron, ça ressemble. J'y pensais pas. C'est filmé. Enfin bref, c'est filmé, me dit. Donc, non mais vous voyez, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que vous avez un homme qui est en contact avec des milieux sociaux qui sont différents. Les milieux académiques et aussi des milieux qui ne sont pas académiques. Ça, c'est important pour comprendre ces types d'intérêts, etc. C'est pas du tout l'universitaire dans ce que parfois l'universitaire peut avoir, voilà, d'un peu dans son monde. C'est quelqu'un qui est confronté à des cosmos différents. Alors, les deux, alors, vous voyez, von Mises et Kelsen, mais surtout, les deux grandes rencontres intellectuelles importantes pour nous, c'est Weber et Husserl. Alors, Weber est considéré comme un des 2 ou 3 pères fondateurs de la sociologie moderne. Et Weber, c'est
un des défenseurs de ce qu'on appelle, alors là je vais commencer à faire de la philosophie, hein, je préviens les âmes sensibles, c'est un des défenseurs de ce qu'on appelle la sociologie compréhensive. Alors qu'est-ce que c'est que la sociologie compréhensive? La sociologie compréhensive, c'est une sociologie qui s'est constituée dans ses traits principaux à la fin du XIXe siècle autour d'une réflexion sur la différence entre les sciences de la nature et les sciences de l'homme. Alors comment est-ce qu'il thématise cette différence? Les sciences de la nature expliquent les phénomènes naturels. Qu'est-ce que c'est qu'expliquer les phénomènes naturels? C'est produire, attention, je vais faire une phrase, c'est produire des hypothèses algébriques sur des relations entre des grandeurs physiques. Par exemple, la distance d'un corps en chute libre est proportionnelle à une constante, enfin, est égale au produit d'une constante par le carré des temps parcourus. Par exemple. Par exemple, la force d'attraction qui lie deux corps est égale au produit d'une constante par le produit des masses sur le carré de la distance qui les sépare. Voilà. Ça, c'est les sciences de la nature. Les sciences de l'homme ont pour vocation de comprendre ce qui fait sens des œuvres d'art, de l'architecture, des mouvements sociaux. Pour comprendre les phénomènes humains, il faut leur donner une signification. Et donc, il faut avoir accès à la signification de ces phénomènes. Vous voyez, le roi Louis XVI se déplace de Versailles à Varennes. Il fuit. Ce n'est pas le déplacement d'un corps physique, c'est une conduite humaine qui a une signification. Weber va construire ce qu'on appelle des idéotypes. Et les idéotypes, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont on peut construire des modèles de l'action sociale de telle manière que ça fasse sens pour les agents sociaux. Alors, il va produire une thèse très connue sur l'esprit du capitalisme moderne, hein, autour de l'esprit du protestantisme. Et il va montrer en quoi on peut construire un idéal type du protestant. Hein. Le protestant, c'est quelqu'un voilà, qui a peur de ne pas être sauvé, hein, et qui, parce qu'il a peur de ne pas être sauvé, va accumuler l'argent comme un signe peut-être de sa possibilité d'être sauvé. Et ensuite, il va confronter le protestantisme avec une carte du développement du capitalisme dans l'histoire. Il va montrer qu'il y a une corrélation qui est très forte. Donc, la sociologie compréhensive construit des idéotypes pour pouvoir ensuite rendre compte des grandes tendances historiques. Donc, Schutz va s'inspirer de la manière dont Weber a construit des idéotypes. Ça, c'est la première référence intellectuelle Weber va faire un séminaire en 1819 à Vienne, voilà, et puis il va y avoir une sorte d'effet d'identification intellectuelle assez fort. Le deuxième philosophe, alors ça vous en avez peut-être entendu parler, parce que c'est un auteur au programme, le deuxième philosophe qui va inspirer Schutz, c'est le philosophe Edmund Husserl, c'est le fondateur de la phénoménologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la phénoménologie? Alors c'est évidemment difficile d'en parler en trois mots. C'est un courant philosophique, c'est un projet philosophique que Husserl a conçu de la manière suivante. À la fin du XIXe siècle, il y a ce qu'on appelle en Europe, plutôt dans les universités qui s'intéressent beaucoup à cette question, un problème de crise des fondements en mathématiques. Et donc vous avez des stratégies intellectuelles pour résoudre cette crise des fondements. La proposition que va faire Husserl, c'est résoudre la crise des fondements en étudiant la manière dont la conscience constitue le sens des idéalités mathématiques. Alors ça a l'air extrêmement lointain, mais cette méthode qui consiste à observer la manière dont les choses s'élaborent dans notre conscience, eh bien Husserl va ensuite la généraliser à l'ensemble de la vie humaine. C'est pour ça que la phénoménologie va être un des courants dominants de la philosophie au XXe siècle. Vous avez Jean-Paul Sartre, par exemple, qui est un phénoménologue, qui va faire une phénoménologie de la liberté, une phénoménologie du rapport à autrui. Vous avez Merleau-Ponty, qui va faire une phénoménologie de l'expérience incarnée, hein, l'expérience corporelle incarnée, orientée par la perception. Et donc, Schutz va essayer de faire une phénoménologie sociale, ça veut dire il va essayer de comprendre la manière dont
l'agent social constitue la signification de ses conduites, ou se constitue pour lui la signification de ses conduites, et la manière dont on peut construire un idéal type de cette manière dont la signification se constitue pour les agents sociaux. Donc il va critiquer Weber à partir de Husserl et Husserl à partir de Weber. Et vous voyez bien que par rapport à la question qui nous intéresse, il va essayer de construire un idéal type phénoménologique de l'étranger, c'est-à-dire la manière dont l'étranger a pour lui-même une sorte de conduite de rapport au monde social énigmatique, désajusté, désancré, mal adapté. Et il va essayer de comprendre comment ça peut éclairer quelque chose du monde social et évidemment de la condition d'étranger. Voilà. Alors, j'ai oublié de le dire, mais ça c'est parce que, comme toujours, quand on ne veut pas lire son papier, on oublie des choses importantes, c'est toujours comme ça. Évidemment, vous avez l'étranger au sens de l'immigré, tout le monde pense à ce cas-là, mais vous avez des tas de formes d'étrangeté qui rentrent très bien dans la catégorie des phénomènes que veut évoquer Schutz. Par exemple, vous êtes, j'en ai fait l'expérience, vous êtes invité chez des gens qui sont beaucoup plus riches que vous. Et vous vous demandez, et vous êtes invité, alors que c'est votre ami, par exemple, vous êtes ami avec voilà, quelqu'un, et donc vous allez vous retrouver dans un monde social dont vous n'avez pas les clés. Ou au contraire, vous êtes invité chez des gens qui sont beaucoup plus modestes que vous. Vous êtes invité aussi à essayer d'agir, d'interagir dans un monde qui est différent du vôtre. Alors évidemment, si c'est très ponctuel, ça ne produira pas. Mais il faut imaginer le cas lorsque c'est un peu généralisé. C'est-à-dire, il faut imaginer quelqu'un qui est par exemple issu d'un milieu très modeste et qui devient un grand patron. Eh bien, il sera parmi les grands patrons, au moins en partie, désajusté. Et quand il reviendra dans sa famille très modeste, il se sentira aussi désajusté. Voilà, donc c'était pour ne pas limiter voilà, le spectre des phénomènes simplement à la question d'immigrés, parce que c'est un peu au centre de l'agenda européen. Voilà. Donc, voilà. Alors, ça c'était la première partie. Donc dans la deuxième partie, je vais évoquer la piste centrale, la piste intellectuelle centrale de Schutz, pour essayer de construire un idéal type phénoménologique de l'étranger. Alors le point de départ de Schutz, c'est l'analyse de ce qu'il va appeler le monde du quotidien, le monde ordinaire. Alors ce monde ordinaire, il a un certain nombre de propriétés. Alors ce que je vais vous dire est d'une banalité absolument flagrante, hein, mais c'est pas grave. C'est le robinet de Thiat que j'évoque. Le monde quotidien, le propre du monde quotidien, c'est qu'il a des propriétés que Schutz conçoit en partie par opposition à la manière dont les intellectuels souvent conçoivent la vie humaine, la vie sociale, etc. Alors, je vous les donne, voilà, je vais procéder de manière un peu énumérative, hein, c'est pour que, je sais que vous avez un travail à faire sur une des conférences, voilà. Alors, premièrement, notre rapport au monde quotidien est un rapport qui est pratique. Ce n'est pas un rapport qui est réflexif et intellectuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons y ajuster nos conduites et notre corps. Et donc, le type de problème que nous pose ou ne nous pose pas le monde quotidien est lié au fait que nous devons évoluer dans des circuits de conduite. C'est très différent d'avoir à faire une dissertation. Le type de problème que ça pose, voilà, c'est, premièrement, donc c'est pratique, et donc c'est pas réflexif et intellectuel. Ça, c'est la première chose. Voilà. Nous devons nous lever le matin, dire bonjour machinalement à nos parents, bonjour papa, bonjour maman. Comme des demi-somnambules, on va chercher de quoi petit déjeuner, comme des demi-somnambules, on s'installe en classe, et au bout d'un moment, voilà, on allume l'ordinateur mental, et on se dit, ah, c'est vrai, il y a cours, voilà. Et en même temps, même quand vous êtes en cours, évidemment, vous êtes dans des routines, etc. Donc ça, c'est la première chose. Le monde quotidien est un monde de la pratique. La deuxième chose, c'est que le monde quotidien est un monde qui est incohérent. Incohérent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pouvons faire des choses, nous pouvons être très gentils avec un tel, pas du tout gentils avec tel autre. Nous pouvons être, je ne sais pas, on peut être par exemple très sympa avec ses enfants
et être assez désagréable avec ses employés s'ils sont sous notre responsabilité. On peut aller à la messe le dimanche et promettre la charité, etc., et être désagréable avec ses subordonnés. Donc le propre de la vie ordinaire, ça c'est très important, le propre de la vie ordinaire, c'est que elle autorise, elle permet, d'une certaine façon, elle facilite le fait que nos différentes facettes, nos différents rôles, n'ont pas à être cohérents. N'ont pas à être cohérents parce que c'est comme ça marche tout seul comme ça. C'est ce qui fait d'ailleurs que parfois on découvre que les gens ont fait des choses pas terribles ou des choses extraordinaires alors qu'on ne le supposait pas du tout. Et ça montre bien que nos directions d'action peuvent être très différentes, très disparates. Donc, il est pratique, il est incohérent, et la deuxième chose, c'est qu'il est très partiellement conscient. Comme j'évoquais tout à l'heure, alors c'est un peu facile, la manière dont on se lève le matin, etc. Hein, comme le dit Schutz, là je le cite, hein, le propre de l'action quotidienne dans le monde ordinaire, c'est qu'elle porte les marques de l'habitude, de l'automatisme et de la semi-conscience. Donc, ce monde ordinaire, il fait corps avec un modèle culturel. Ce modèle culturel, c'est un modèle qui est fusionné avec ce monde quotidien, mais ce n'est pas ce modèle culturel de la vie ordinaire, ça n'est pas un livre, ce n'est pas la religion, hein. C'est ce qui fait que on est orienté vers ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est convenable, pas convenable. Hein. C'est ce que Bourdieu évoquera, nos catégories de perception ordinaires. Et donc, la vie ordinaire suppose un modèle culturel, mais ce modèle culturel, il est essentiellement tacite, essentiellement implicite. Personne ne vous a fait apprendre une feuille avec marqué, voilà, ça c'est les habitudes du lycéen français, etc. Et donc c'est un modèle culturel, vous voyez, qui est voilà, d'arrière-plan. Ce modèle culturel, hein, qui fait corps avec ce monde social, il a un effet dans notre vie, hein, et des effets considérables, et c'est ce que Schutz montre bien, c'est que nous nous y insérons, il a donc un effet de formation, hein. Il constitue le socle, d'une certaine façon, de notre vie sociale. Ça, c'est la première chose. Comme il constitue le socle de notre vie sociale, il a une fonction de stabilisation, de réassurance. Nous lui faisons confiance. Vous savez que le matin, si vous dormez un peu, mais que vous êtes quand même relativement discret, vos professeurs ne vous embêteront pas. C'est-à-dire que... Mais ça, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre rapport au monde social est fondé sur des habitudes auxquelles nous faisons confiance, qui nous assurent une certaine sécurité. Vous savez que si vous êtes aimable avec les gens, vous savez qu'au contraire, si vous allez voir le proviseur et que vous êtes légèrement mordant, brutalement, il va se réveiller aussi. Hein, voilà. Donc, vous faites confiance à ce que ce tissu des interactions ordinaires, ce monde quotidien, hein, vous faites confiance aux chances de succès qu'il va vous procurer. Voilà. Donc, ce monde, voilà, j'ai oublié, ce monde quotidien, il a les propriétés de l'impersonnalité. C'est-à-dire, il a les propriétés du « on ». Ah, c'est comme ça qu'il faut se conduire, tu sais, on ne met pas ses pieds sur la table, etc. C'est le « on ». Hein. Et vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que ce « on » est en même temps le socle de notre personnalité sociale. Nous avons besoin d'avoir un socle d'habitude, d'automatisme, qui est constitué en même temps une sécurité, une stabilité, et à partir duquel on fait confiance à ce qui va nous arriver. On se fait confiance à soi-même, on fait confiance au monde. Il y a une sorte d'ajustement de nos espérances sociales avec notre compétence sociale. Ça, ce sera plutôt le vocabulaire de Bourdieu. Voilà. Donc, je cite Schutz. Pour ceux qui ont grandi au sein d'un modèle culturel, les recettes et leur efficacité possible, mais également les attitudes anonymes et typiques qu'elles requièrent, constituent un état de fait qui, n'étant jamais questionné, leur confère à la fois assurance et sécurité. Autrement dit, en raison précisément de leur caractère anonyme et typique,
ces attitudes ne se logent pas à l'intérieur de cette strate de pertinence de l'acteur qui est ressorti au savoir explicite sur quelque chose, mais dans la région de la simple connaissance directe qui repose sur la confiance. Vous vous faites confiance à vous-même parce que vous avez intégré en vous-même un monde social qui vous est familier. Ce monde social, il est fait voilà, d'évidences, et pas des évidences intellectuelles, des évidences pratiques, semi-conscientes, hein, qui sont celles de l'habitude. Voilà. Et donc ça donne à ce monde ordinaire une fonction d'orientation, de stabilité et de réassurance. Comme on le dit d'ailleurs, comme on le dit parfois quand on a voyagé, qu'on revient, on dit « Ah, on se sent chez soi ». Et quand on dit « on se sent chez soi », on désigne une catégorie très large et très diffuse de phénomènes hein, qui font que voilà, là on a une certaine sécurité. Quand on arrive à l'étranger, d'ailleurs c'est toujours comme ça que ça se passe, on se demande si les choses vont se passer au moins en partie comme on a été habitué que ça se passe. Hein. Vous allez demander, et donc la première fois que vous faites des courses, vous êtes content, vous avez donné de l'argent, vous avez rendu la monnaie, vous avez pu partir avec vos courses, c'est pareil. C'est formidable. Hein. C'est presque rien, mais si jamais ça ne se passait pas comme ça, vous seriez en grande insécurité. Voilà, donc c'est par rapport à ce socle de la vie quotidienne que Schutz va penser l'étrangeté. Et on comprend bien pourquoi. Hein. L'étranger, c'est celui qui doit rentrer dans un monde qui est constitué de manière en partie implicite et tacite, et incorporé par les différents agents qui constituent ce monde, ce groupe de référence. Vous arrivez chez des gens qui sont plus pauvres ou plus riches que vous, ils ont toute une série d'habitudes, de croyances, etc., qu'ils ne peuvent pas vous expliquer, dont ils ne peuvent pas vous donner les clés, mais vous sentez bien qu'il va falloir essayer de faire comme eux. Donc, évidemment, vous allez essayer d'imiter, vous allez essayer de... mais ça ne marchera qu'en partie. Parce que vous n'avez pas cette familiarité qui est cette familiarité native avec un monde quotidien. Donc, la difficulté, vous voyez, la difficulté de celui qui se sentira étranger et qui voulait intégrer ce groupe de référence, c'est justement que il est dans un monde il doit intégrer un monde qui est pratique, comme je l'ai évoqué, qui n'est pas nécessairement cohérent et qui n'est pas nécessairement conscient. Et donc, il a beau demander un mode d'emploi. Alors, on en voit l'exemple typique, c'est la langue. Parce que vous apprenez une langue, vous n'apprenez pas en même temps que la langue tous les implicites, tous les mots qui sont sacrés, les mots qui sont impurs, les mots qu'il ne faut surtout pas prononcer. Vous apprenez les significations dans un dictionnaire. Apprendre les significations dans un dictionnaire, avec un mode d'emploi, une grammaire, c'est justement ne pas pouvoir apprendre une langue comme l'ont appris ceux qui sont des natifs et qui savent quels sont les mots, les expressions, les tournures, etc. Évidemment, il faut généraliser ça à l'ensemble des conduites. Vous pensez que c'est comme ça qu'il faut faire quand vous êtes avec des gens, je ne sais pas, qui sont beaucoup plus cultivés, beaucoup plus riches que vous, par exemple. Et en fait, peut-être pas du tout. Mais ils ne pourront pas vous expliquer comment il faut s'y prendre. C'est ça le problème. Donc, l'étrangeté vécue, vous voyez, va être construite par Schutz comme un décalage entre l'envie d'appartenir à un groupe de référence et le fait que ce groupe de référence fonctionne sur un socle de certitude et d'évidence qui ne peut pas être explicité, qui ne peut pas être approprié de manière parfaitement active et consciente. Et donc, parfois vous avez des enfin c'est même fréquent, vous avez des gens qui vivent dans le groupe de référence et qui continueront à se sentir étrangers. J'entendais la fois dernière sur France Culture un témoignage très émouvant d'un grand patron, il a été patron de Shell France, et il vient d'une famille d'ouvriers. Et il disait la chose suivante, il disait les choses sont cloisonnées. Il a fait Polytechnique, et donc il a tout de suite eu des postes à responsabilité très importants, etc. Et il disait que quand il était avec les grands patrons, il ne parlait jamais des cités. Il ne parle jamais des ouvriers, etc. Parce que ça ne se fait pas. Et il disait, quand je retourne dans ma famille d'origine, je ne parle jamais de mon salaire. Je ne parle jamais des gens que je rencontre. Et donc, vous voyez, il est désajusté. Il est désajusté, c'est ce qu'on appelle un transfuge de classe. Il est désajusté, ce que Bourdieu appellera le transfuge de classe. C'est-à-dire que son socle inaugural, c'est évidemment le monde ouvrier, avec ses croyances, ses habitudes, etc., un certain rapport direct aux choses qu'il évoque dans cette interview de manière assez touchante, et le fait qu'il va apprendre un autre rôle, mais il se sentira dans ce nouveau rôle au moins en partie étranger. Et il dira d'ailleurs lui-même,
les autres patrons me reconnaissaient comme quelqu'un d'étranger. La plupart du temps, les grands patrons viennent des milieux aisés, et donc ils ont toutes les habitudes acquises de la domination, etc. Ce qui n'était évidemment pas son cas. Donc lui, il a dû apprendre à diriger. Et évidemment, on ne dirige pas de la même manière quand ce n'est pas évident qu'on dirige de telle ou telle manière. Voilà, je vous cite... Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le nouveau groupe de référence, que ce soit une communauté nationale, que ce soit une communauté professionnelle, etc., est susceptible de demander des comptes à celui qui s'est intégré. Et il est susceptible de toujours suspecter qu'en fait, il n'a pas vraiment produit cette incorporation, cet ajustement intérieur. Et donc, vous pouvez avoir des demandes, ce que Schutz appelle des demandes de loyauté. Alors, je cite. Très fréquemment, le reproche de loyauté ambiguë trouve sa source dans l'étonnement des membres internes du groupe de voir que l'étranger n'accepte pas en bloc leur modèle culturel comme la manière de vivre la plus naturelle et appropriée. Donc il faut imaginer des grands patrons qui discutent avec ce patron qui vient du milieu ouvrier, qui lui disent « Mais je ne comprends pas, tu n'as pas l'air d'adhérer à notre discours ». Mais précisément, il ne peut pas adhérer à leur discours de la même manière, avec le même enthousiasme, avec la même sévérité, le même front légèrement je cherche le mot, merci, avec le même air ombrageux et sérieux, avec cet air de dire qu'il faut être sévère mais juste avec les subordonnés, alors que lui vient d'un milieu alors que ses parents étaient ouvriers. C'est évident que, même s'il peut tenir un même discours, son vécu, ses habitudes, ses croyances, au moins une partie d'entre elles, sont suffisamment différents. Et donc vous voyez qu'il peut y avoir des phénomènes d'étrangeté, même si c'est très subtil. Même si c'est très subtil. Vous voyez, c'est le nouveau riche qui arrive chez des anciens riches. Voilà, évidemment c'est l'immigré qui est de l'extérieur bien intégré, et qui, lui, continue à se sentir au moins en partie étranger. Et évidemment, cette étrangeté, elle est susceptible d'être ravivée si jamais on lui demande des comptes. Ah, est-ce que tu es sûr que vraiment tu te sens bien français, etc. C'est de ça dont il est question. Je reprends ma citation. Très fréquemment, le reproche de loyauté ambiguë trouve sa source dans l'étonnement des membres internes du groupe de voir que l'étranger n'accepte pas en bloc leur modèle culturel comme la manière de vivre la plus naturelle et appropriée, comme la meilleure des solutions possibles à tous ces problèmes. On qualifie alors l'étranger d'ingrat, dans la mesure où il refuse de reconnaître que le modèle culturel qu'on lui propose lui procure asile et protection. Voilà, ça c'est un grand thème. Voilà. Il y a des tas de résonances avec politique, mais je pense que vous les voyez. Mais les gens qui le traitent ainsi ne s'aperçoivent pas qu'au cours de sa phase de transition, l'étranger ne considère pas du tout ce modèle comme un asile protecteur, mais plutôt comme un labyrinthe, ça c'est le mot qu'il faut retenir, comme un labyrinthe dans lequel il a perdu tout sens de l'orientation. Lorsque vous devez, alors évidemment ça dépend du degré d'altérité du nouveau groupe de référence. Plus c'est grand, plus évidemment ça suppose un travail d'appropriation, etc. Et vous voyez que, précisément parce qu'il s'agit d'une réalité pratique, semi-consciente et incohérente, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi parfaitement explicite. Vous achetez une télévision, vous avez un mode d'emploi relativement explicite. Évidemment, si c'est écrit en japonais, vous êtes emmerdé. Mais vous suspectez qu'il va suffire de suivre la procédure. Alors que lorsqu'il s'agit de s'intégrer à un nouveau groupe de référence, il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a des modes d'emploi, mais c'est des modes d'emploi qui sont très partiels et qui sont susceptibles d'être incohérents entre eux. Alors, l'enjeu, et ça je vais illustrer ça dans ma troisième partie, l'enjeu général de la découverte de ce monde ordinaire comme socle de la vie sociale et comme socle de la compétence sociale, ça a une très grande conséquence théorique. Pourquoi? Parce que la tradition sociologique, alors j'allais dire, si on remonte à Montesquieu, mais même avec Marx, même avec Weber, même avec Durkheim d'une certaine façon, elle s'est constituée soit dans l'idée d'un inconscient culturel fort, soit dans l'idée d'une conduite rationnelle. Qu'est-ce que nous montre Schutz? C'est qu'en fait, il y a une sorte de socle de rationalité qui n'est pas la rationalité culturelle au sens fort, avec des modèles culturels forts, et qui n'est pas non plus la rationalité de l'agent qui délibère, qui est conscient, qui calcule ses fins.
c'est une rationalité de premier niveau, c'est une sorte de socle, et ce socle, il est investi, vous voyez, de sentiments qui sont aussi, j'allais dire, les sentiments de l'enfant. S'orienter, être en sécurité, avoir confiance. Cette rationalité, toute la seconde moitié du XXe siècle, en sociologie, va la considérer comme en fait centrale, et va se méfier de la tentation de le considérer comme comparable à de la rationalité de discours, de la rationalité de calcul. Vous connaissez certainement le modèle de l'homo economicus. Le modèle de l'homo economicus, c'est un individu calculatoire. Le problème de cet individu calculatoire, c'est qu'il a un seul niveau. Vous n'avez pas tout ce qui a été évoqué ici. La fonction d'orientation, la familiarité, la réassurance, la sécurité, ou au contraire l'instabilité, la désadaptation, le désajustement. Vous avez simplement le modèle du calcul. C'est un modèle qui écrase en fait la réalité de la formation de la rationalité, qui passe par des choses qui sont en grande partie pratiques et en grande partie infrarationnelles. Voilà. Donc, je ne sais pas quel... en fait, normalement, c'est une quarantaine de minutes, mais ouais. Il faut donc, pas que tu tardes trop, mais tu as encore un petit peu de temps, quelques minutes. Merci. Patrice est extrêmement courtois, il n'ose jamais interrompre les gens. Parce que moi, quand je modère, j'interromps les gens toujours très facilement. Sauf les élèves. Donc, je vais vous parler de deux grandes références qui vont s'appuyer sur Schutz, cette idée d'une compétence infrarationnelle, etc., pratique. La première, vous la connaissez, c'est Bourdieu. Pierre Bourdieu va construire une grande partie de son œuvre autour de la différence entre ce qu'il appelle le sens pratique ou l'habitus et ce qu'il appelle l'illusion scolastique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'agent social, il est d'abord formé par un monde quotidien qui lui donne ce que j'ai appelé le modèle culturel, toute une série de catégories et toute une série de conduites qui lui semblent aller de soi parce qu'elle est adaptée au milieu dans lequel il est. Donc vous voyez, vous êtes en France, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un habitus à plusieurs niveaux, l'habitus de votre classe sociale, l'habitus éventuellement, un habitus français, mais vous voyez, c'est très diffus, un habitus de votre classe sociale, éventuellement vous avez des singularités sociales de vos parents, et c'est ça au fond qui vous donne votre premier rapport au monde. Et c'est cet habitus, c'est à partir de cette compétence sociale que Bourdieu pensera le malaise du transfuge de classe. Le transfuge de classe, c'est quelqu'un... Alors, Bourdieu lui-même est un transfuge de classe, puisque c'est quelqu'un qui est né dans un milieu extrêmement modeste et qui va, un peu comme l'entrepreneur dont je parlais tout à l'heure, franchir à toute vitesse voilà, un monde très parisien, de gens très, très diplômés, et qui ont dans leur corps, dans leur manière de se conduire, l'évidence qu'ils vont dominer, l'évidence qu'ils vont occuper des positions favorables dans la société. Évidemment, Bourdieu n'a jamais eu ces évidences. Et il a fait de cette différence entre sa classe sociale d'origine et ce milieu auquel il appartenait un principe, j'allais dire, dynamique en sociologie, comme une manière de se ressourcer régulièrement dans qu'est-ce qui fait la compétence sociale. Cette compétence sociale, c'est jamais simplement le mérite scolaire, c'est jamais simplement une capacité intellectuelle. Ce sont des choses qui se voient et qui se sentent, et qui sont de l'ordre du pratique, de tout ce que Schutz a évoqué. Donc ça, c'est la première chose. Bon, je pense que ce n'est pas la peine que j'en parle très longtemps. La deuxième référence, c'est Habermas. Alors, Habermas a un point de vue sur Schutz qui est très, très différent et assez complémentaire de Bourdieu. Il dit, voilà, le propre de la démocratie, c'est qu'elle est orientée vers la discussion. C'est orienté vers la discussion. On discute en famille, on discute dans le domaine politique, on discute dans la science, etc. Mais ce que nous dit Habermas, et là il s'inspire de Schutz, c'est que la discussion n'intervient toujours que sur un petit segment de nos certitudes et de nos convictions. La discussion, elle est toujours limitée. Et précisément, elle est limitée, pourquoi? Parce que nous avons besoin de pouvoir nous orienter de manière semi-consciente, pratique et en partie incohérente. Et donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que les gens ont aussi des limites à ce dont ils peuvent discuter. Il y a des choses dont ils n'aiment pas discuter, précisément parce que ça fait partie d'un socle de certitude fondamentale. Et donc Schutz, et c'est ce que dit Habermas, à mon avis, il a complètement raison, le monde ordinaire incorporé dans un sens pratique est un contrepoids conservateur. C'est fondamentalement conservateur. Nous sommes tous
à cet égard des conservateurs. Parce que nous avons tous besoin d'un socle de certitude fondamentale, de certitude pratique et d'évidence pratique, dont on ne pourra discuter qu'à la marge, en partie, en prenant les formes, etc. Voilà. Et donc, ce que je voulais montrer, c'est en quoi Alfred Schutz, voilà, qui est pas très connu, en tous les cas ici, va avoir un grand effet de libération de la recherche sociologique et de libération de la connaissance sociologique à partir de ce thème de l'étrangeté, puisque le thème de l'étrangeté, c'est ce qui permet de comprendre la nature du socle de notre vie sociale, et donc c'est ce qui permet de le mettre en perspective, et de montrer aussi toutes les potentialités, j'allais dire, de lutte, de régression dont ce monde quotidien est en fait potentiellement porteur. Merci de votre attention. Tout d'abord, oui, donc je voudrais déjà merci pour cette communication très riche, très intéressante, qui soulève plein de pistes de réflexion. Alors là, on va se donner un moment justement pour pouvoir voilà, poser des questions, échanger, préciser certaines choses, discuter justement. Voilà, donc je vous donne la parole. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vraiment résumer votre pensée en concluant que l'immigré est un transfuge de culture? Vous avez bien compris ma conférence. Merci. Ça m'éclaire effectivement sur beaucoup de points, moi qui travaille sur l'immigration, où on voit ces gens effectivement se perdre aussi bien dans le labyrinthe de la culture d'adoption que perdre leur repère de la culture d'origine. Merci. C'est juste pour ouvrir le débat. Bonjour, c'est mon professeur qui me donne le micro. Je suis hôtelière. Donc moi je voulais poser une question aussi au sujet du transfuge de classe, par exemple. Demander le transfuge de classe entre le milieu pauvre et le milieu riche. Est-ce que celui qui est pauvre n'essaiera pas plus de rester dans le milieu riche? Vous voyez, quand vous parlez de patron qui a réussi autrement, quand vous parlez de patron qui a réussi autrement que le parcours habituel, ouais. Qui vient d'un milieu pas aisé, ouais. Est-ce que ce patron qui ne vient pas d'un milieu aisé essaiera plutôt dans son transfuge de rester dorénavant du côté des riches? Alors, je pense que non, c'est une excellente question qui renvoie justement à la manière dont nos motivations fondamentales sont constituées. La manière dont nos motivations fondamentales sont constituées. Alors, moi, je n'ai pas fait d'études sur les transfuges de classe dans les milieux de grands patrons. Donc, c'est un exemple vraiment, c'est un exemple très proche de Bourdieu et très proche de Schutz que j'ai entendu la dernière fois. C'était Sonia Kronlund. Ce qui est sûr, c'est que la promotion sociale est valorisée. Et de ce point de vue-là, cet agent social, évidemment qu'il est content d'appartenir d'une certaine façon au monde des riches. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'il éprouvera une sorte il a le sentiment d'être sauvé d'une certaine façon de ce monde qui était difficile, qui était plein d'inquiétudes aussi. Alors pas des inquiétudes au sens de l'insécurité pratique, mais des inquiétudes d'argent, etc. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne pourra pas adhérer à la manière dont les autres grands patrons issus de milieux favorisés adhèrent eux-mêmes à leur propre monde. Il le fera de manière beaucoup moins évidente, avec un pas de côté, de manière désajustée. Et c'était très frappant de voir comment cet homme, à la fin on lui demande la question de son salaire, et il est coincé d'une certaine façon. Parce qu'il aimerait pouvoir être dans cette espèce de sincérité sociale par rapport à son monde d'origine, et en même temps il se dit, mais dans mon milieu de patron, on a une espèce de pudeur suspecte et hypocrite, et on voyait bien qu'il avait du mal à dire son salaire. Vous voyez probablement qu'il gagne 30 fois plus que ce que gagnait son père en fin de vie. Et donc, il est désajusté. Il est désajusté, et lui-même, on sentait que c'était en dialogue à l'intérieur de lui-même. Oui. Alors, il y a l'exemple inverse, il y a le déclassé aussi. Le déclassé, c'est celui qui est tombé, enfin, c'est l'ascension, enfin,
le fait de descendre, hein, et évidemment, on regrette. Vous voyez ce que je veux dire? On aime le nouveau milieu, on s'efforce de s'y adapter, mais on regrette l'ancien. Il y a toute une nostalgie. Hein. Ouais, enfin, ça renvoie à des littératures différentes, hein, parce que ça travaille aussi l'imaginaire, etc. Mais est-ce que cette personne ne se perd pas? Mais je pense que, en tous les cas, enfin, c'est le dérèglement de la fonction inductive. J'en ai juste un en tête parce que je l'ai entendu à la radio la fois dernière. Mais elle s'est reformée, elle s'est transformée. C'est-à-dire que justement, la sociologie ne postule pas l'idée d'une sorte d'identité originelle. L'identité originelle, elle est fabriquée par le monde quotidien auquel on appartient. Et si on change de monde professionnel, d'habitude, etc., on se refabrique, on se retricote quelque chose. Et donc, elle ne se perd qu'en partie, parce que quelque part, cet homme avait l'air d'être content d'être ce qu'il était devenu. Mais il était content d'être ce qu'il était devenu avec en même temps une sorte de... voilà, d'inquiétude. Et probablement de souffrance aussi. Alors évidemment, c'est pas dramatique, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une certaine souffrance. Et ce que je trouve intéressant à propos du transfuge de culture, c'est qu'évidemment, on peut imaginer que cette souffrance-là, elle est démultipliée. Hein. Quand l'altérité est plus grande, qu'elle a des ramifications culturelles fortes, elle va être démultipliée, parce que la désorientation va être beaucoup plus profonde, beaucoup plus ramifiée à l'intérieur de la personnalité. Et la dernière chose, je voulais savoir, est-ce que ce transfuge ne va pas continuer avec les enfants? Vous voyez, il est quelque part un peu déraciné entre les deux mondes. Est-ce qu'il ne va pas inculquer ça aussi à ses enfants? Inculquer le déracinement, vous voulez dire? Moi, je pense que, enfin, comme le dirait psychanalyste ou une psychiatre, on transmet malgré soi son inconscient. S'il a un inconscient qui est en partie clivé, qu'il est dans la souffrance, c'est évident qu'il transmettra ça, malgré lui, de manière directe ou indirecte. C'est inévitable. Mais après, c'est évident que ces enfants appartiennent de fait à un autre monde. Probablement que ces enfants n'auront pas la souffrance que lui a eue, parce qu'eux ne seront pas dans le désajustement. Eux, ils seront tout de suite dans l'aisance, les facilités, les promesses de succès. Donc, probablement que ce qu'il leur donnera, comme ils ont des grands-parents, si les grands-parents sont encore là, il leur donnera la transmission d'un monde qui est différent, et un monde qui a aussi ses richesses, etc. Ça, enfin, on peut imaginer que les choses se passent comme ça. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'à entendre la voix de ce patron, on voyait bien qu'il avait une profondeur existentielle qui était liée justement au fait qu'il avait un parcours social du bas vers le haut et de temps en temps du haut vers le bas quand il va voir ses parents. Et ça le rendait beaucoup plus riche. Quelque part, un peu comme tout le monde, mais beaucoup plus narcissique. Ça, j'en sais rien. Je pourrais pas vous dire. Non, je pourrais pas vous dire. C'est une catégorie, disons, ce ne sera pas une catégorie sociologique, et alors j'ai fait aucune étude là-dessus. Moi j'ai tendance à penser que c'est plutôt le contraire. J'ai tendance à penser que c'est plutôt le contraire. On a tendance à être hyper rassuré quand on confirme le socle d'origine, etc. Mais peut-être que je dis n'importe quoi. Vous avez parfaitement raison. Oui, voilà. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes issu d'une famille de polytechniciens, vous faites Polytechnique, bah, vous pensez qu'en fait, vous êtes des génies depuis 30 générations. Et donc là, vous êtes extrêmement narcissique, vous avez des certitudes qui sont extrêmement fortes. Et je pense que d'une certaine façon, c'est là que vous êtes un peu dangereux. Parce que vous avez un sentiment de votre supériorité qui est marqué par les évidences transmises, l'inconscient transmis, etc. Et donc, moi, j'ai tendance à penser qu'il n'est pas très narcissique, ce personnage. Mais c'est indépendamment... Enfin, j'ai pas fait d'enquête, hein, et puis je pense que c'est une catégorie qui est difficile à manier, voilà. Bonjour. Je crois avoir lu la malbiographie que celle que vous évoquez, de ce monsieur d'un milieu très simple, ouvrier, qui va devenir patron, je ne sais plus si c'est Shell ou Total. C'est Shell. C'est Shell. J'ai entendu. Ouais. Mais moi je l'ai lu par hasard en bibliothèque, je conseille aux jeunes, Saint-Jean-la-Ruelle, qui a un très bon rayon socio-philo. Et ce que je voulais compléter dans ce que vous dites, qui m'a beaucoup intéressée, parce que moi j'ai un peu ce parcours, fibre agricole, blabla, je suis devenue psychologue, un étudiant pour du soin. Et donc j'aime bien ce genre de récit. Et ce que je voulais compléter dans ce que vous dites, ce qui m'a frappé, c'est que pendant le début de sa carrière, parce que c'est vrai qu'il a une carrière brillante au niveau études, il part d'un DUT, et puis il fera une grande école d'ingénieur, blabla, il se retrouve chez Shell, c'est que avec sa femme,
pendant un certain temps, il a construit un îlot de sécurité à travers la culture artistique, collectionne des tableaux, ils vivent dans un tout à fait brave, comme des bohémiens, c'est très bohème. Il a adhéré seulement à des grands restos secrets des affaires, mais il y va sans la famille. Vous voyez? Ah mais c'est ça, c'est vraiment... Et ça, c'est génial. J'ai trouvé que c'était génial parce que, du coup, il n'y avait pas une synthèse par rapport à la souffrance d'avoir quitté, d'avoir un peu trahi, etc. Mais sa femme étant dans notre milieu, il arrive à composer. Néanmoins, la chute est difficile parce que je ne sais plus ce qui se passe dans leur vie, mais ces enfants, eux, ils ont une transmission par rapport à la réussite scolaire, donc ils sont dans des bons lycées, grands lycées, etc. Et eux, ils aimeraient bien aller fêter leurs anniversaires dans les beaux restos où papa fait ses affaires, etc. Et à la fin, alors qu'il a résisté pendant des années et des années à ne pas fréquenter ce monde-là sur sa vie privée, il finira par le faire. Mais pendant longtemps, on le voit dans ses rapports avec les ouvriers, les syndicats, il y a toujours ce sentiment d'appartenance à l'autre classe, d'origine. Et donc il essaie d'être très juste. Par contre, dans sa vie privée, bon, peu importe, il se passe quelque chose qui fait que l'îlot de fantaisie qui s'était créé, qui n'était ni de son monde d'origine, ni du monde des patrons, va disparaître, raison familiale. Et ensuite, j'ai fini, excusez-moi d'être un peu long, il va fréquenter dans sa vie privée les mêmes restos que les patrons. Voilà. Est-ce que je décore parce qu'on a Non, mais de toute façon, le terme de transfuge de classe est un terme générique, et c'est vrai qu'après, c'est des trajectoires individuelles. C'est des trajectoires individuelles souvent assez exceptionnelles. Enfin, là, en l'espèce, c'est assez... Et donc, il y a évidemment des dimensions, mais c'est quand même très représentatif de la manière dont on va rejouer en soi-même le rapport à un autre monde, surtout quand ces deux mondes se sont conçus comme antagonistes, etc. Parce qu'il y a ça aussi à l'arrière-plan, il y a quand même, voilà, l'antagonisme. Parfois, c'est pas le cas, il n'y a pas d'antagonisme. Mais parfois, il y a en plus un antagonisme qui redouble la différence. Enfin, moi, j'ai juste entendu à la radio, donc je ne savais pas toutes ces précisions biographiques que vous avez. Mais c'est très intéressant parce que ça montre bien les formations de compromis. Au sens de Freud, on est dans les formations de compromis. Parce que on a peur d'une rupture trop grande, et donc... voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Juste quelques précisions bibliographiques et cinématographiques pour faire écho à votre culture, à notre culture partagée. Cette question du transfuge, du décalage, du désajustement, elle est exploitée soit sous sa forme comique, soit sous forme biographique, autobiographique, dans pas mal de romans ou dans pas mal de films que vous connaissez forcément. Je vous en cite quelques-uns, vous pourrez aller voir si vous ne les connaissez pas. Vous avez des romans de Annie Ernaux, qui porte sur cette question, notamment un très beau roman autobiographique où elle explique le sentiment de honte sociale qu'il habite en tant que transfuge. Et ce petit roman s'appelle La honte. C'est un court roman qui se lit très bien. Vous avez de Didier Héribon un récit autobiographique qui s'intitule Retour à Reims. Didier Héribon, pareil, parcours de transfuge de classe, qui intègre l'élite parisienne et qui retourne auprès de sa famille après une rupture d'une vingtaine d'années. Et ensuite, des films que vous connaissez sans doute, je parle de ceux que vous ne connaissez peut-être pas, Le goût des autres, qui joue sur cette distinction du jugement esthétique d'une classe à l'autre, et puis des films, cette fois-ci, que vous connaissez. Évidemment, c'est le ressort du film Intouchable, que vous avez vu, avec Omar Sy, le ressort du film La famille Tuche, qui joue sur ce décalage, d'accord, et sur cet imaginaire fantasmé de Monaco, de la richesse, etc. Et en même temps de cette volonté d'en garder sous la main, c'est-à-dire de garder une part de ses réserves. C'est également le ressort de films comme La vie est un long fleuve tranquille, qui est un film déjà plus ancien, et un film plus récent que vous connaissez peut-être également, qui s'appelle Neuilly sa mère, Neuilly ta mère, je ne me rappelle plus exactement, mais qui joue exactement là-dessus, c'est-à-dire sur un gamin pris dans une cité, dans une banlieue défavorisée, qui est intégré par je ne sais plus quelle circonstance, de gré ou de force, dans sa famille d'accueil de Neuilly, et on joue sur le double décalage, sur le déracinement vécu par le gamin, mais aussi vécu, c'est ma question que je voudrais vous poser, de façon cette fois-ci un peu plus sérieuse, qu'emporte que ces références soient très sérieuses,
mais aussi vécu par le milieu d'accueil. C'est-à-dire que tu as porté ton analyse avec l'auteur sur les effets de désajustement vécus par celui qui est considéré comme étranger. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des effets réciproques sur le milieu? Alors, et question subsidiaire, qu'en est-il ici du pouvoir politique? C'est-à-dire que tu as sociologisé l'affaire. Est-ce que cette question du désajustement, du rapport à l'étranger, peut être reprise en un sens politique? Je pense par là à tout ce qui tourne autour de la question d'intégration ou de l'assimilation. Merci Nicolas pour tes questions gigantesques. Alors, ce que je trouve... Alors moi j'ai prévu, hein, et je l'ai dit en introduction, je ne vous prends pas en traître, que j'allais parler de l'altérité vécue et voilà de ce segment court. Alors Alfred Schutz est parti, je ne l'ai pas dit, hein, il est parti comme intellectuel, enfin banquier et intellectuel juif aux États-Unis. Il a vécu une certaine forme d'altérité lui-même. Ce qui me semble intéressant ici, c'est qu'on a les moyens de comprendre en quoi il y a deux dynamiques possibles. Soit vous voulez, enfin vous êtes dans la stratégie de l'incorporation, de l'ajustement volontaire, vous faites tout ce que vous pouvez et d'une certaine façon en face on essaye de vous donner les modes d'emploi, même si c'est difficile, etc. Ça c'est le cas le plus favorable. Le cas le moins favorable, c'est qu'on n'arrête pas de vous renvoyer au fait que vous êtes désajusté et que ça ne marche pas. Et donc le risque, c'est que vous sacralisiez votre socle d'origine. Et donc les puissances régressives sont là en place. Vous allez stimuler les réactions identitaires et vous allez stimuler vos propres réactions identitaires. Donc au lieu, j'allais dire, de cette espèce d'ajustement maladroit, un peu chaotique, mais qui est quand même un processus constructif de tricotage, ben vous avez le contraire. Vous avez, voilà, on reconstruit des mailles identitaires fortes, etc. Et pire, on fabrique artificiellement de l'identité pour refabriquer de la sécurité. Et parfois c'est pire, parce qu'en fait, on ajoute du fantasme, hein, on ajoute une sorte de récit artificiel à quelque chose en fait qui ne relève pas du récit artificiel. Donc vous voyez, on fait une espèce de mauvais sandwich, indigeste. Moi j'ai une question très très simple. Il faut toujours se méfier. Non, il n'y a pas de... Mais en général, quand on présente les cas des transfuges sociaux, j'ai l'impression, mais je peux me tromper, prenons une situation simple, milieu modeste et puis milieu riche. On présente souvent, en tout cas c'est un ressort dramatique assez classique, le milieu riche comme plus fermé et le milieu populaire comme beaucoup plus ouvert, etc. Ce qui m'intéressait sur le... J'ai pas lu le livre de Didier Ribon, mais j'avais l'impression que c'était la situation inverse, en tout cas pour son protégé Édouard Louis, là. Il y a une espèce de haine du peuple qui se met en place, et donc il y a l'idée qu'il se sentait beaucoup plus à l'aise finalement dans son milieu d'accueil, que quand il revenait chez lui, retour à Reims, quand il revenait chez lui, il se sentait moins à l'aise. Et juste, du coup, ma question, elle est très générale, c'est est-ce que, alors là c'est deux milieux, puis c'est simplifié, il faudrait utiliser une analyse beaucoup plus fine, mais est-ce que, comment dire, il n'y a pas de milieu social sans rite, sans tabou, sans code, mais est-ce qu'il n'y a pas des milieux sociaux, c'est vraiment une question réelle, quoi, je ne sous-entends rien, où les repères seraient plus souples et finalement qui favoriseraient davantage l'intégration pour quelqu'un qui est étranger à ce milieu? Alors, merci pour cette question qui n'est pas du tout traître. Didier Ribon est un transfuge de classe qui passe d'un milieu ouvrier, effectivement, qu'il décrit, qu'il dépeint sous un trait peu favorable à un monde intellectuel, au monde intellectuel des universités, y compris des universités américaines, qui est un monde par définition libéral. Il faut savoir que Didier Ribon est homosexuel, hein, et donc le sentiment natif, alors là pour le coup vraiment quotidien, qu'il avait que son homosexualité ne serait pas acceptée, surtout par son père, qui a quand même l'air d'être une figure assez négative dans son itinéraire, par opposition évidemment au caractère libéral, hein, ouvert et tolérant du milieu intellectuel. En général, évidemment, hein, le monde intellectuel et académique a aussi ses choses trappes, ça peut aussi être un labyrinthe, mais dans l'ensemble, ça l'est moins qu'un milieu... Enfin, ça l'est moins aussi pour des raisons que j'ai évoquées, pour des raisons d'explicitation, pour des raisons de mode de vie, pour des raisons d'aisance financière, etc., que le monde d'où il vient. Mais ce qui est intéressant, c'est... Enfin, je veux dire,
le milieu des grands patrons, c'est évidemment un milieu avec plus de choses-trappes et plus fermé que le monde intellectuel, c'est évident. Et on le comprend très bien. C'est une toute petite minorité de gens qui, à l'arrivée, sont quand même très privilégiés, hein, et qui vivent au moins en partie dans le secret. Voilà. Je pense que les différents milieux sociaux ont aussi des fonctions sociales globales, hein, et donc forcément, ils ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Moi, je voulais savoir, par rapport à l'exemple du patron qui vient d'un milieu populaire, donc il ne se sent pas à l'aise dans le milieu du patronat, mais il ne se sent pas non plus à l'aise dans le milieu ouvrier. Et je voulais savoir dans quelle limite, enfin, à partir de quel moment on peut ne plus avoir justement de socle social, C'est une assez bonne question. C'est très difficile de répondre en général. On peut imaginer plusieurs choses, un peu comme à propos de l'exemple. Imagine que, enfin, pour faire varier les cas, tu vois, un peu comme les phénoménologues, imagine qu'il a des parents qui ne sont pas très sympas. Et qu'au contraire, il va rencontrer des managers, des gens qui sont très sympas. C'est possible que ce soit beaucoup plus facile de s'acclimater. Imagine qu'au contraire, il ait des parents qui soient des figures extrêmement fortes, très généreuses, etc. Ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Parce qu'il aura été marqué, identifié, il aura aimé son monde d'origine bien davantage. Et donc, il ne verra pas dans ce nouveau monde une sorte, comme Didier Ribon, une sorte de libération. Parce que Didier Ribon, c'est très très fort. Il a fait rupture avec son monde d'origine, qui était un monde difficile, qui était un monde toxique. La figure paternelle, une figure toxique. En plus, comme il est homosexuel, ça en rajoute dans le fait que, enfin, et Émile Louis, c'est exactement la même chose, hein. Il va arriver dans un monde où on va enfin accepter sa différence. Pour lui, c'est énorme. Moi, c'est un ami. Je me souviens d'un ami une fois qui m'a avoué son homosexualité. Alors que moi, je suis absolument indifférent à la question. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais désolé pour lui. Il m'a avoué son homosexualité en baissant les yeux. Et je voyais bien que c'était extrêmement difficile. Il n'a jamais, et donc son père est mort quand il avait 40 ans, il n'a jamais avoué son homosexualité à son père. Et donc, cet ami, qui vient d'un milieu modeste aussi, son père était postier, et qui est devenu un universitaire, eh bien je vois bien que pour lui c'était une blessure, et en même temps c'était une libération. Donc ça dépend quand même, c'est très difficile de répondre en général. Il y aura toujours un clivage, mais ce sera un clivage qui sera plus ou moins fort, et ça dépendra évidemment des figures d'origine. Là, le grand patron qu'on évoque, il évoque ses parents, on sent qu'il a de la tendresse pour eux, mais on n'a pas non plus le sentiment que ses parents étaient des figures très fortes. Mais là, c'est du feeling, j'en sais rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est toujours très intéressant. Ça a une dimension très romanesque, comme Nicolas a dit, parce que ça fait... Il y a beaucoup de mouvements. C'est sûr que c'est intéressant. Mais c'est jamais... Enfin, le modèle du quotidien par Schutz, ça permet de penser beaucoup de choses, mais évidemment, il faut ajouter des hypothèses complémentaires pour penser des trajectoires individuelles. Les figures parentes, enfin la figure paternelle, la figure maternelle, c'est absolument central, hein, pour comprendre le degré de souffrance, pour comprendre... Juste, il y a une chose peut-être sur laquelle j'aurais volontiers insisté, c'est que beaucoup de gens peuvent vivre cet ancrage. Alors, il y a plein de cas différents. Il y en a qui vivent cet ancrage justement dans une appartenance socialement inférieure, en fait, comme une sorte de sécurité, comme quelque chose qui les inspire quand ils ont eu le sentiment qu'ils avaient quand même une place, ou qu'ils étaient aimés, ou qu'ils étaient quand même un minimum à l'aise, même s'ils ont voulu progresser socialement. Mais quand même, donc il y a plein de cas différents, mais beaucoup de gens le vivent sur le mode de la honte, en fait. Le titre même du roman d'Annie Ernaux l'indique. Des fois, il peut y avoir une sorte de lutte contre soi-même, hein, parce qu'on le vit comme un stigmate, notamment quand on arrive dans des milieux où ça s'est stigmatisé, où on rappelle constamment que l'appartenance, elle est partielle, inauthentique, voilà. Mais en fait, ce que révèle aussi un peu ton intervention, c'est qu'en fait, ça permet de réévaluer en fait entièrement ce désajustement, qui en fait peut être vécu comme une source de souffrance par certains, mais qu'on peut aussi utiliser comme un mode de connaissance. C'est peut-être même la matrice existentielle de la connaissance en fait du monde social, parce que c'est ça qui permet de dénaturaliser des évidences. Quand on a toujours baigné dans un même milieu, dans un même univers, on manque de ce recul. Tout semble naturel, en fait on ne voit pas des choses, on est même aveuglé par rapport à son propre environnement. Peut-être, est-ce que tu pourrais insister sur cette réévaluation en fait de la situation justement des ajustements? Alors c'est exactement ce que dit Habermas. C'est exactement ce que dit Habermas. La confrontation à l'altérité peut produire soit un effet de décentrement et de réévaluation de son propre ancrage, soit au contraire une fixation.
fixation régressive, etc. Donc soit on va être plutôt dans le mouvement, se dire ah bah c'est vrai quand même, on est quand même toujours trop partiel, toujours trop voilà, on a des tas d'habitudes qui ont une dimension, qui n'ont rien d'absolu, hein, on est vraiment dans la conscience de sa relativité, ou au contraire, hein, on pense que c'est nous les meilleurs, etc. et l'autre on ne sait pas ce qu'il fait, il n'y arrive pas, voilà, ça c'est sûr. Mais effectivement, là tu as insisté là-dessus. En fait, il y a quelque chose dans la situation que tu décris d'un peu matricielle, mais on voit qu'en fait on peut moduler de manière très différente et avoir une marge de réaction quand on est pris dans ce désajustement. Il y a des stratégies très différentes en effet qui fait qu'on ne peut pas généraliser. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Si, juste un mot. J'ai commencé, je conclue. On a beaucoup parlé de honte, du coup j'ai associé avec la culpabilité. Parce que je crois que les possibilités d'ajustement peuvent être compromises par un sentiment de culpabilité lié au fait de devoir, c'est dans le vécu en tout cas, renier ses origines. Voilà. C'est-à-dire adopter la culture de la société d'accueil ou de la classe d'accueil, etc., c'est quand même un peu, beaucoup, renier justement les valeurs, les codes, etc., de la société de départ, d'où la question de Nicolas tout à l'heure entre intégration et assimilation. Voilà. Et l'assimilation suppose effectivement de rompre totalement avec la classe d'origine ou la culture d'origine, alors que l'intégration, c'est vraiment aboutir à un compromis. Nous, c'est les névrotiques, nous sommes tous névrotiques et Freud a raison. Bon, c'est dans le compromis, pas dans la compromission, que l'on progresse du point de vue maturation psychique. Et c'est pour ça que le politique est important. Vous avez parfaitement raison de poser la question, que les modèles proposés, selon, effectivement, que l'on choisisse d'assimiler quelqu'un. Parce que, encore une fois, moi qui ai beaucoup travaillé sur l'immigration, et je repensais à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à ces sociétés d'accueil, ou ces classes d'accueil, peu importe, ce milieu d'accueil, qui vous renverra toujours, qui vous assignera toujours à votre identité d'origine. L'assignation en résidence. On soulignera toujours votre petit accent pied noir, etc. Et donc, c'est que vous devez parler un accent parfait. Vous ne pouvez pas être un Français parfaitement intégré, mais qui parle avec un accent pied noir. Donc oui, le modèle n'est pas tout à fait le même. Alors, ou vous m'intégrez avec ma culture d'origine, ou m'assimilez, et ça n'a strictement rien à voir. Et malheureusement, comme vous le disiez tout à l'heure, on va se chercher, on va se replier, on va régresser sur une identité fantasmée, une identité d'origine fantasmée, mais où on va chercher ces certitudes, ce socle inébranlable auquel on n'a pas pu accéder. Et auquel on ne peut pas accéder après coup de manière... Absolument, absolument. Et du coup, je reprends l'histoire du narcissisme, ça ne peut pas être narcissique, c'est du narcissisme blessé. Parce que, justement, on n'a pas eu ce socle narcissique qui est totalement insécure, justement. Parce qu'on navigue entre deux mondes, alors que les assises narcissiques demandent à être véritablement sécures pour que l'on puisse faire pousser des racines ailleurs. Merci. Je pense qu'il faut faire... On va faire une pause d'une dizaine de minutes.